Alors, bonjour à tous pour cette session, donc en fin de journée, Scrum aux frontières de la psychologie sociale. Est-ce que vous savez ce qu'est la psychologie sociale? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Eh bien, vous allez le découvrir. Alors, c'est un sujet qui est assez sensible, vous allez vous en rendre compte en avançant. Tout d'abord, merci aux sponsors, merci Accenture, Palo Alto, Nexia, et puis également tous les autres. Qui suis-je? Moi, je suis donc Thierry Montulé, je travaille comme coach agile. Bon, ça, c'est pas très important, on va avancer plutôt. Voilà. Alors, premier point, est-ce qu'il y a des coachs agiles dans cette salle? Des Scrum Masters? Des agilistes au sens large? Des personnes qui aiment les êtres humains? Ça va, ça tombe bien, parce qu'on va parler de tout ça. Alors, caution. Pourquoi? Parce que, en fait, je vais aborder un sujet qui est quand même assez difficile à entendre pour beaucoup. C'est un sujet qui tourne autour du fait pourquoi l'agilité et pourquoi Scrum, eh bien ça marche, mais ça marche humainement. C'est pas tellement comment ça marche, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui fait qu'humainement Scrum ça fonctionne. Parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit bien des améliorations dans la communication, on voit bien qu'on arrive, disons, à sortir des projets bien mieux qu'avant, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné ça tourne? Donc ça, c'est vraiment une question qui m'a toujours intéressé, et ça fait environ 7 à 8 ans que je creuse le sujet. Et là, je vais vous montrer juste un aspect, une des raisons pour lesquelles ça fonctionne. Et forcément, cette raison ne va pas être très agréable à regarder aussi. Alors, ceci dit, c'est un sujet, c'est ouvert à discussion, on peut en débattre, on est là pour ça, on est là pour en discuter. Alors, on va parler Scrum, on parle psychologie, on parle social, donc on parle d'être humain, et plus particulièrement d'être humain dans l'entreprise. Alors, j'ai choisi d'aborder les sujets, on va dire, sérieux avec légèreté, dans cette presse, je précise, et les sujets légers avec sérieux. Donc, vous allez voir. Donc, l'humain en entreprise. Qu'est-ce qu'on... Pendant un certain temps, on peut dire que l'humain, c'était, on va dire, une pièce dans l'entreprise, c'est une pièce à produire, et les rapports humains-entreprise étaient assez, ou parfois assez difficiles selon les contextes. Ça donne ça un petit peu, dans le cadre d'un projet IT par exemple, c'est la galère, quoi. On va ramer, et c'est la cadence de combat à la fin, quoi. Heureusement, depuis une dizaine d'années, on nous parle d'humain. On dit qu'il faut remettre l'humain au centre de l'entreprise, il faut remettre l'humain au centre du développement logiciel, ou alors on va parler de capital humain, l'humain, dernier élément de compétitivité, etc., 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 etc. Et pour nous, ça se décline dans la profession ingénieur logiciel sous le règne, de méthodes à implémenter, disons, dans les entreprises. Alors, la différence avec avant et maintenant, je vais vous donner un exemple. Quand j'ai commencé à travailler, j'avais quelqu'un, lors d'un entretien, qui me dit voilà, vous êtes disponible? Moi, je dis bah oui, je suis disponible, bien sûr, j'aimais travailler. Et il me dit de toute façon, ça tombe bien parce que vous allez travailler. Je dis bah oui, je suis payé pour ça. Oui, je vous préviens, de toute façon, 40 heures par semaine, c'est un mi-temps pour un informaticien. Donc là, bon. C'était un peu l'ambiance virile. J'attaque les projets, je les tiens à la gorge et je les sors, quoi. Et puis, on peut dire que depuis une dizaine d'années, enfin un peu moins en France, l'informatique, ça s'est féminisé. Et on a l'arrivée de coachs agiles en entreprise. Bienvenue, avec une batterie d'outils dans le cartable, Scrum, XP, Kanban, Lean, etc., 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 etc.
Et là, grâce à ces outils, grâce à cette atmosphère, on va pouvoir remettre tout le monde au centre du développement logiciel. Super. Et demain, qu'est-ce que ça sera alors? On peut supposer que ça va se transformer. Demain, ça peut être ça, à la place. Ça peut être, c'est terminé la galère, maintenant on va voguer sur la mer de la félicité. Exemple. Hop, d'abord, le client au centre du cœur. J'aime mon client et mes users. J'ai mon PO, mon équipe agile, qui a embarqué. Mon PO en haut, sur le mât, c'est quelqu'un qui donne le cap, qui a la vision du produit. J'ai mon Scrum Master devant, qui tient la barre. Et j'ai mon testeur, mon dev, tout le monde est content. Il y en a un, par contre, là, en bleu, là, il ne sait pas trop, là, il se dit, ça c'est le project manager, il ne sait pas trop où il est, lui. Et on est tous embarqués dans la même galère, Our Agile Project. Yeah! Et, bien sûr, parce que de toute façon, forcément, ça va déborder, eh bien, je serai dans des compagnies agiles. Bref, tout le monde est agile, les gens sont agiles, les compagnies sont agiles. Ouais, vous y croyez? Ben moi, j'y crois. Seulement, il faut quand même faire un petit peu attention à certains éléments, à certains fondamentaux auxquels on ne peut pas échapper. Alors, quels sont ces fondamentaux? Changement de perception, là. Hein. Le bateau, le voilier agile, on voit, maintenant on change. Première chose, premier fondamentaux. On travaille dans une organisation, dans une entreprise. Et une entreprise, ça a 4 principes. Une organisation, ça a 4 principes. Premier principe, ça a un objectif. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, vision, objectif, etc. Mais une organisation sans objectif, ça ne peut pas marcher. Si on ne sait pas où on va, à peu près, même si l'objectif est mouvant, eh bien, l'organisation, elle n'a pas lieu d'être, en fait. Et une organisation, c'est quoi? C'est une entreprise, c'est également une équipe de développement, ou ça peut être un être humain. Eh bien, si on n'a pas d'objectif, on a quand même des petits problèmes, on navigue un peu, et puis pour l'entreprise, tout simplement, on meurt. Et l'objectif, c'est quoi, l'entreprise? Eh bien, c'est la création de valeur, et ça, c'est le premier principe de l'Agile Manifesto. Donc, premier, là, on est bien d'accord, un objectif. Deuxième chose, l'alignement. Dans une organisation, il y a différentes personnes, et c'est simple, il va falloir les aligner sur l'objectif. D'une manière ou d'une autre, il faut les aligner sur l'objectif, parce que sinon, X part à droite, Y part à gauche, et finalement, l'organisation explose. Donc, il y a un besoin de convergence et d'alignement. Ça, c'est le deuxième point pour une organisation. Ensuite, troisième point, eh bien, c'est l'évaluation. Dans cette organisation, il y a des personnes, ces personnes travaillent, et ces personnes sont évaluées au regard de l'objectif. C'est-à-dire que la personne est subordonnée à l'objectif. Et que cette personne, si elle ne s'aligne pas sur l'objectif d'une manière ou d'une autre, ou si elle ne contribue pas à la réalisation de l'objectif, cette personne est déplaçable. Ça veut dire, concrètement, qu'on peut la mettre dans un autre département ou qu'on peut la lourder. En un mot, là, c'est un peu violent comme vocabulaire, c'est un peu brutal, c'est cette personne-là est-elle utile à l'entreprise? Est-elle utile à l'atteinte de l'objectif? On ne garde pas les poissons, on ne va pas garder tellement des canards boiteux. Deuxième chose, eh bien, on n'est pas tous libres et égaux en droit dans une entreprise. Il y a toujours des rapports de dominant-dominé, même si c'est masqué. En attendant, il y a quand même un chef et il y a une hiérarchie. Ce qui veut dire que si on prend ces 4 principes, et ça, c'est partout pareil, ça veut dire que quand même, à l'arrivée en entreprise, eh bien, une personne, un être humain, c'est d'abord un agent social, et ensuite, c'est une personne. On a un petit peu quitté notre petit voilier agile, notre petit voilier bisounours, là. Mais ça correspond à une réalité qu'il va falloir rencontrer si on veut espérer naviguer un jour sur ce joli voilier.
Alors par rapport à ça maintenant, il y a une question qui est quand même universelle. Hein. C'est que j'ai une organisation, j'ai un objectif, j'ai des personnes. Le problème, c'est comment va-t-on passer de la divergence à la convergence? Comment vais-je aligner les gens sur l'objectif? Comment vais-je m'y prendre pour que tout le monde regarde dans le même sens? Et c'est une question universelle, parce que cette question, on se la pose tous, même en filigrane, inconsciemment, tous les jours. Concrètement, je vais être encore plus clair, c'est comment vais-je faire pour amener les gens à faire ce que je veux qu'ils fassent? C'est direct. Comment faire aux gens ce que je souhaite qu'ils fassent? Et là, à ce moment-là, eh bien, je pourrais les aligner sur l'objectif. Ça s'appelle comment? Comment je vais m'y prendre pour faire ça? Eh bien, il va falloir que j'exerce le pouvoir. Mon pouvoir, il y a différents types de pouvoirs, pour faire en sorte que les gens s'alignent sur l'objectif. L'objectif, ça peut être changer de méthode de développement informatique. Ça peut être installer un tableau Kanban, où j'ai vu des méthodes qui étaient beaucoup plus musclées, du style, lors d'une formation sur la conduite du changement, j'ai vu sur le PowerPoint de la personne qui faisait ça, comment fermer 40 000 lits d'hôpitaux, et que ça se passe bien. Ou alors, comment enfouir les déchets nucléaires. C'était écrit sur son PowerPoint. Comment je vais aligner les personnes sur l'objectif? Je ne vous parle pas de la qualité de l'objectif, je vous dis comment on va faire, comment on va s'y prendre. Et pour faire ça, il va falloir exercer un pouvoir sur ces personnes d'une manière ou d'une autre. Parce qu'elles ne vont pas forcément le faire, dans un premier temps, librement. Et l'exercice du pouvoir, c'est quoi? Ça s'appelle comment en entreprise? Ben oui, tout simplement, ça s'appelle le management. Alors management, leadership, vous appelez ça comme vous voulez, on ne va pas rentrer dans les débats, c'est pas tout à fait la même chose, etc. Mais bon, voilà, c'est le management, et l'idéal, c'est qu'on obtienne une certaine prédictibilité là-dessus. Parce que l'humain, quand même, c'est assez imprévisible. Donc, comment vais-je faire pour aligner les gens? Il va falloir que j'exerce le pouvoir et que j'exerce un type de management. Quelles sont les possibilités que l'on a? Et là, je vais prendre une grille de lecture, ça s'appelle la sociodynamique, au niveau du management. Comment vous y prenez pour faire à quelqu'un ce que vous voulez qu'il fasse? Je prends un coup d'eau. Tenez, si quelqu'un veut me dire comment il s'y prend, moi je bois. C'est se montrer convaincant et essayer de les faire adhérer à notre cause. Quelqu'un a une autre idée? Moi, je bois pendant ce temps, c'est bon ça, je soif. Allez-y. L'argent, la motivation. La motivation, l'argent et tout ça. Bon, d'accord, bah pourquoi pas. Alors, je vais rester, effectivement, ça c'est des principes, ça marche toujours, pourquoi pas, plus ou moins bien. Je vais essayer de rester surtout à un niveau un peu plus conceptuel. Première chose, première possibilité qu'on a, il y a 3 leviers classiques, et il y en a un 4e dont on va parler qui vous a intéressé. C'est premièrement, j'impose, l'imposition. Toi, tu fais ça. Ça, c'est efficace. Hein. Toi, tu fais ça, sinon tu es viré, ou alors toi, ton bonus, il va sauter, ou alors tu ferais bien de faire ça parce que sinon... Voilà. Donc, c'est l'imposition. C'est efficace, ça marche bien dans les cas d'urgence, mais on sait que c'est désastreux en termes de motivation, par exemple. Première possibilité, l'imposition. Deuxième possibilité, qu'est-ce que je peux faire aussi? J'impose pas, là. Je suggère, on va y venir. Suggérer, ça peut dire aussi je suggère que tu fasses ce que tu veux, parce que sinon tu vas aller dehors. Je négocie. Dans ces cas-là, écoute-moi bien, ton projet, là, il est bien, c'est un bon projet. Tu ne me galères pas sur le mien et je ne te galère pas sur le tien. Voilà. Donc on est dans la négociation de 1 à 1, on est négociation individuelle et on avance et on peut obtenir aussi donc un alignement par rapport à l'objectif. Hein, c'est ça, par la négociation. Et 3e levier classique, vous connaissez ce monsieur?
C'est l'animation, c'est les gourous charismatiques. C'est, voilà, j'inspire une vision, je suis là, je vois quelque chose, et là, j'entraîne les personnes, c'est très très bien, et puis, voilà, on est tous dans la même barque, on forme une communauté, et on s'engueule sur des sujets tout petits. Voilà, ça c'est l'animation et le gourou charismatique. 3 moyens possibles d'aligner les personnes sur un objectif. Concrètement, qu'est-ce qui se passe dans la réalité? C'est qu'on emploie les 3 à longueur de journée sans même le savoir, mais ça va dépendre un peu de la personnalité qu'on a. Voilà. Et pour vous donner une idée, je pense que ça va parler, et avant d'attaquer le lourd, là j'étais juste pour placer le contexte, on va attaquer le lourd après, je vais vous montrer un petit cartoon qui va peut-être vous rappeler quelque chose. Supposons que vous soyez un manager agile, ou alors quelqu'un qui aime l'agilité, et qui va voir son chef qui vient d'être formé, je précise, au management 3.0, mais qui n'a pas tout compris, et vous venez lui expliquer quelque chose. Vous allez être en retard. Le bon chef, qu'est-ce qu'il fait? Listen. D'accord? Hein? Deuxième chose, partager l'information. Troisième chose, le bon chef, mais qui n'a pas tout compris dans le management 3.0, enseigne. Le bon chef garde le cap. Le bon chef traite les hommes avec humanité. Et l'important, ça c'est fondamental dans le 3.0, ça vous rappelle quelque chose? Non? Bon, ça c'était pour vous détendre, parce que maintenant on va vraiment rentrer dans le cœur du sujet, et ça va être plus douloureux. Eh bien, on a vu qu'il y avait 3 leviers, 1, 2, 3, et il y en a un 4e. C'est quoi le 4e levier? Pour aligner les gens sur l'objectif? Pour exercer le pouvoir? C'est quoi le 4? Allez, on est là-dedans à fond les ballons dans l'agilité. Eh bien, le 4e, ça s'appelle l'auto-organisation. L'auto-organisation, c'est un moyen d'exercer le pouvoir pour aligner un groupe de personnes sur l'objectif. Oh là, qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'est-ce qu'il y a dans l'auto-organisation? C'est un cocktail sophistiqué, sensuel. Eh bien, je mets en 1 de la négociation, déjà. Il faut qu'il y ait une bonne part de négociation. Je vous rappelle, les stories doivent être invest, negotiable. Et puis, si on a un problème sur les livraisons, on va négocier sur le scope, on va modifier le processus, etc. Donc, il y a une énorme part de négociation, par exemple, dans Scrum. Je vous parle de Scrum, là aussi. Hein. Animation. Une petite part d'animation, donc on est dans la communauté agile, on a l'imaginaire agile, ça va mieux se passer, c'est bien, on va plus communiquer, etc. Plus l'animation, on a quelqu'un qui est là, on va voir, quelqu'un qui s'appelle en fait un process owner, un propriétaire du processus, un coach agile, un scrum master, qui va faire l'animation de tout ça. Et il nous manque une dernière partie fondamentale pour que l'ensemble fonctionne. Et ça, on ne le voit pas trop. On ne voit surtout pas dans les livres sur Scrum. C'est ce que les Américains appellent des technologies comportementales périphériques. Ah, c'est quoi ça? Eh bien, les technologies comportementales périphériques, c'est un élément de langage, comme on dit maintenant, et ça va décrire, ça définit, en fait,
des mécanismes, des technologies, des techniques de persuasion subconsciente. Ah, il y aurait des choses comme ça? Non, pas dans l'agilité. Allons, on va avancer un peu et on va illustrer le propos maintenant. D'abord, posons les définitions. Persuasion, ça veut dire quoi? Persuasion, ça veut dire c'est un processus pour changer et réformer les attitudes, les croyances, les opinions ou les comportements vers un résultat prédéterminé par acquiescement, conformité, docilité volontaire. C'est ça. Là, qu'est-ce que je suis en train de faire avec vous? Je suis en train de vous persuader. Quels sont ceux qui persuadent dans la vie? Quels sont ceux qui passent leur temps à persuader les autres? Un, deux, mais levez les bras, je veux vous voir, moi, ceux qui... Je dis, comment font les autres? Comment font les autres pour faire passer leurs idées? Comment font les autres pour se faire obéir, par exemple, de leurs enfants? Vous employez l'imposition, la trique. Moi, je ne sais pas comment vous faites dans une société dite libre pour exister, si vous ne persuadez pas des gens d'une manière ou d'une autre. La persuasion, c'est pas ça. Par contre, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est juste ce que dit le monsieur là qui est en train d'hurler sur ce pauvre GI. Est-ce que je ressemble à ce flippé Dale Carnegie? Et Dale Carnegie, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, voilà, le plus simple, quand on veut faire quelque chose, there is only one way to get anybody to do anything, and that is by making the other person want to do it. Non? Vous ne croyez pas? C'est pas plus simple? Et grâce à ça, on va pouvoir aligner des gens sur l'objectif de manière sympathique. Et grâce à ça aussi, on va pouvoir introduire un élément de prédictabilité dans le processus. Comment on va s'y prendre? Là, je vais être très clair. Avant d'aller plus loin, quand même, ça c'est de la persuasion. La manipulation maintenant, c'est quoi? Pardon, c'était pas le bon bouton. La manipulation, c'est un petit peu différent. Persuasion, hop, ça c'était la slide avant, destinée à inciter l'autre à dire oui sans réfléchir, en utilisant les armes de l'influence conditionnée. On va voir ce qu'il en est. Et ça, la persuasion et la manipulation, c'est le champ d'étude de la psychologie sociale. C'est une discipline universitaire, c'est une discipline de la psychologie. La psychologie sociale, c'est pas du social, hein. Et la psychologie, c'est la psychologie sociale. Mais c'est la seule discipline qui étudie avec, sans tabou, la science, les éléments qui vont faire qu'on est capable de persuader plus ou moins efficacement quelqu'un, et également capable de manipuler les personnes plus ou moins efficacement. D'ailleurs, la psychologie sociale, pour expérimenter les choses, je vais vous donner des exemples, bien sûr, utilise ses propres procédés, c'est-à-dire elle place les gens dans des situations où les gens ne savent pas trop ce qui leur arrive, ou alors ils font quelque chose, mais finalement on observe quelque chose d'autre. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est quelque chose qui va capitaliser, en fait, sur ce qu'on appelle, entre guillemets, la nature humaine, et les comportements qu'on attend de personnes quand on les met dans certaines situations. C'est un champ d'études, scientifique basé sur l'expérience. Et là, on est en plein pragmatisme, et c'est quelque chose qui provient des États-Unis. Scrum, ça vient d'où? Première question, il y en a qui nous disent non, je ne crois pas, je ne vais pas croire ce qu'ils me racontent, persuasion, machin, etc. C'est pas grave, on va aller un peu plus loin. Mais il faut quand même avoir conscience, là c'est un tout petit aparté, qu'on vit dans la société, dans une société de la persuasion. Partout. La pub, les messages, l'information. Alors la question, moi je vous pose, c'est pourquoi voulez-vous que ça s'arrête aux frontières de l'agilité? Pour créer de la valeur pour une entreprise. Pourquoi une entreprise ne prendrait pas toutes les garanties nécessaires pour faire en sorte que son processus de production devienne plus prévisible, même au niveau des êtres humains? C'est logique. On n'est pas sur la barque des bisounours, là.
On parle business. C'est un peu différent. Et on va voir comment tout ça maintenant, ça peut s'articuler. Et je vais vous donner un exemple, et un seul exemple, qui me semble le plus fondamental et probablement c'est le cœur du sujet, mais après, mon Dieu, quand on observe ce qu'il y a là-dedans, il y en a, je vous assure, il y en a au moins 30. Mais là, je vous donne le cœur. La prise de décision. Pourquoi ? Comment on prend des décisions ? Généralement, la décision, la prise de décision, c'est quelque chose qui correspond à, on va dire, c'est un privilège managérial, je prends des décisions, c'était le chef qui prenait des décisions. Comment ça se passe quand on est auto-organisé ? C'est l'équipe qui prend les décisions. C'est le groupe qui prend les décisions. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ça l'engage elle. Et on va expérimenter maintenant la force des décisions. Et je vais vous raconter une expérience de psychologie sociale qui concerne l'engagement. Ça s'appelle l'expérience du voleur à la plage et ça a été fait en 1975 et ça a été répété des dizaines de fois dans des contextes différents. Et on se disait, voilà, comment ça se passe ? Comment ça va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer dans telle situation ? Je prends donc une personne qui arrive avec de là, comme ça, avec sa serviette et son transistor. Cette personne arrive là, c'est un expérimentateur, c'est pas quelqu'un d'inconnu, et il s'assoit, il étale sa serviette à 1,50 m de monsieur, par exemple, et puis il commence à allumer sa petite radio, et puis une minute après, je dis « Excusez-moi monsieur, est-ce que vous auriez des allumettes ?» Alors là, il répond oui ou non, et je reviens sur la petite serviette, et une minute après, je pars par là, et je laisse tout là, j'éteins ma radio, je laisse tout, je pars là-bas, à perte de vue. Arrive quelqu'un d'autre, qui vient de l'autre côté, qui regarde comme ça, qui prend le transistor, et qui s'en va. Qu'est-ce que vous faites ? Quels sont ceux qui interviennent ? Alors, c'est un gros balai, c'est un baraque, c'est une armoire, c'est pas, faut voir, hein, d'accord ? Non, c'est pas le sujet. Eh bien, il y a, quelle que soit la taille du personnage qui taxe le truc, hein, quel que soit le sexe de la personne qui va intervenir, il y a environ 20% des personnes qui interviennent. Maintenant, donc là, on a chronométré, donc bien sûr, le nombre de personnes qui intervenaient, et également le temps de latence, c'est-à-dire dans combien de temps la personne intervient. Et généralement, elle intervient au bout de 2 secondes, c'est quasiment un réflexe. C'est un réflexe quasiment quand elle intervient. Et puis, on a pris une deuxième personne, exactement la même condition, donc j'arrive, je pose la serviette, mais cette fois-ci, j'arrive et je dis, je demande du feu, puis après je dis, excusez-moi monsieur, je vais partir, est-ce que vous pouvez garder mon transistor ? Et je m'en vais. Et là, quelqu'un d'autre arrive et taxe le transistor. Et là, combien de personnes vont réagir, à votre avis ? 95% des personnes vont intervenir. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux temps ? Il y a une personne, la personne a pris une décision. Et là, alors, par rapport à ça, alors elle n'est pas en condition, on verra un peu après les conditions, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a pris une décision d'intervenir. Et il y a eu des dizaines d'expériences qui ont été faites comme ça, et on arrive toujours, par exemple des sacs laissés à la terrasse des cafés, on arrive toujours à ça, avec un délai de latence ultra court. C'est pas à un moment donné, tiens, est-ce que je vais réfléchir, machin, patati patata, c'est quasiment, on va dire, un élan. Un élan, le fait, je me suis engagé, donc j'interviens. Eh bien, l'engagement à faire qui va être pris au moment où je prends une décision, c'est un puissant vecteur d'induction du comportement. Et c'est encore plus puissant en groupe. Et on verra un peu après. Voilà, en gros, pourquoi, eh bien, on fait prendre des décisions en groupe. On va mettre en mouvement un ressort. Ce n'est pas quelque chose qui est rationnel, il faut bien comprendre. C'est quelque chose qui est beaucoup plus profond que ça.
Et je vous ai posé la question qui intervient. Je peux vous rassurer, de toute façon, vous n'êtes pas lucide sur ce sujet-là. Personne n'est lucide. Parce qu'en fait, on a fait des expériences aussi en disant est-ce que vous allez intervenir, vous allez pas intervenir. Et finalement, c'est jamais comme ça. Ça ne se passe jamais comme on a prévu. Parce qu'effectivement, ça dépend du moment, ça dépend de plein de choses. Et surtout, on n'est pas lucide sur ses propres comportements en situation d'engagement. Il faut bien avoir conscience de ça. Si vous pensez maîtriser tout, là, j'ai maîtrisé, j'ai pris ma décision, maintenant, c'est beaucoup plus profond que ça. Et on sait ça depuis quand? Oh là, ben depuis les années 40. Et depuis les années 40, on a formalisé que les meilleures manières d'emporter les résistances au changement, c'était de faire prendre des décisions en groupe, de faire travailler des gens en groupe et de leur faire prendre des décisions en groupe. Et là, d'un seul coup, eh bien, on va augmenter la probabilité que la personne s'aligne sur l'objectif. Bien sûr, je vous rappelle, on est en entreprise. Le problème de l'engagement, c'est que ce n'est pas seulement ça. C'est que ça va plus loin que ça. C'est qu'on a... Vous comprenez qu'un peu, quand on commence à se rendre compte de ça au niveau d'une expérience, on va explorer les raisons. Parce que c'est fondamental. Si on arrive à créer les circonstances que les personnes prennent des engagements, ça veut dire que je vais être capable de les aligner gratuitement sur l'objectif. Parce que finalement, elles vont faire ce que j'ai décidé qu'elles fassent, qu'elles doivent faire, parce que j'aurais créé les circonstances pour qu'elles le fassent. Et on va aller encore un peu plus loin. Il y a des pièges là-dessus dans l'engagement. Par exemple, l'heure et le bus. Autre expérience de psychologie sociale. J'arrive vers vous et je dis « Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, j'aurais besoin de 20 centimes d'euros pour prendre le bus. » Il y a environ, quand on a fait les expériences, une personne sur 10 qui va donner ça, voilà, environ. Voilà. Alors, à condition, bien sûr, que la personne soit correctement habillée, qu'on soit du même niveau culturel, etc. On n'est pas non plus avec des dreadlocks et tout. Et donc, maintenant, je fais une deuxième. J'arrive ici, je fais « Bonjour monsieur, est-ce que vous avez l'heure ?» Ça marche pas là. Il n'y a pas de montre. Est-ce que vous avez l'heure? Voilà. Vous avez l'heure? 4h30, il me reste une demi-heure, merci. Eh bien, monsieur, excusez-moi, vous n'auriez pas 20 centimes pour que je puisse prendre le bus? Voilà, il va donner. Merci. Il va donner. Ce que je veux dire, c'est qu'entre les deux expériences, eh bien, le nombre de personnes qui donnent est multiplié par 4. C'est comme s'il se passait quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Ça veut dire qu'une fois que j'ai donné quelque chose, une fois que je me suis engagé à faire quelque chose pour quelqu'un, eh bien, ça persiste. C'est très curieux. Et ça, ce sont des techniques qui ont été étudiées ne serait-ce que dans le domaine de la vente. Alors, l'aide à la sécurité routière, c'est encore plus tordu. Oui, j'ai pas où? Après, parce que ça va être un peu long. Parce que le raisonnement, il commence seulement à se dérouler. Et donc, aide à la sécurité routière aussi, on a dit à des personnes, voilà, monsieur, est-ce que vous voulez aider la sécurité routière? Et là, voyez-vous, vous avez un jardin ici, il faudra mettre un panneau de 3 mètres sur 4 dans votre jardin, attention, conduisez prudemment. Vous rentrez... à vos avis, il y a combien de personnes qui ont dit oui, oui? Hein? Ben, il y a quand même environ 16% des personnes qui ont dit oui, vous voyez, parce que la cause c'est une belle cause, donc il y a 16% des personnes qui ont dit oui. Et puis ils ont abordé les choses différemment, ils ont fait ensuite, voilà, quelqu'un vient chez la personne, est-ce que vous êtes prêt à aider la sécurité routière? Oui, oui, je suis prêt à aider. Est-ce que vous voulez coller un sticker sur votre voiture en disant attention, voilà, sécurité routière, etc., conduisez prudemment? La personne a un petit sticker, elle dit oui, je colle le petit sticker, il n'y a pas de problème, paf, voilà. Puis 3 semaines après, il y a un autre expérimentateur qui vient, c'est pas le même, qui dit monsieur, est-ce que vous êtes prêt à poser votre panneau dans votre jardin? Et là, ça monte à combien? Ça monte à 76%. Des gens qui disent oui. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la personne s'est engagée, elle continue à s'engager. Il y a quelque chose, c'est comme un mécanisme, on persévère dans l'action. Et ça va même encore plus loin, parce que ça va jusqu'à l'irrationnel. Par exemple,
il y a des personnes, on a fait des expériences, on a dit, personne, voilà, j'ai un week-end de ski à 200 € à tel endroit, la personne place une réservation, elle met 200 € de réservation sur le week-end, enfin, ou sur la semaine. 200 €. Donc, on l'a placé, cette personne, dans des conditions pour qu'elle prenne cette réservation, bien sûr. Et puis, ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui revient, et puis qui dit, tenez, voilà, j'ai une semaine, on fait en sorte, on bricole les choses d'une manière assez tordue pour que la personne prenne une deuxième réservation sur un autre week-end, mais qui coûte 50 €. Enfin, sur une autre semaine qui coûte 50 €. Cette semaine qui coûte 50 €, elle est beaucoup plus prometteuse que la première, qui coûtait 200 €. Donc, et malheureusement, il n'y a pas moyen de récupérer l'argent parce que, en fait, c'est des arts, quoi. Qu'est-ce que font les personnes ? Rationnellement, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le week-end à 200 € ou le week-end à 50 €? Alors que vous êtes certain d'avoir plus de plaisir dans le week-end à 50 € et que globalement l'investissement, de toute façon, ça sera toujours 250, il y a quand même 56% des personnes qui préfèrent aller s'ennuyer dans l'autre. Bon. C'est tous ces mécanismes-là qui sont fondamentaux à comprendre parce que l'engagement, quand on met la clé, comme j'ai fait sur la première slide, dans l'engagement, on tourne un ressort et ce ressort, personne n'est capable vraiment de le contrôler ou alors il va y avoir un coût énorme pour pouvoir le contrôler. C'est comme si, en fait, quand on faisait quelque chose, il y a comme une forme de cristallisation sur nos premières actions et on rentre dans un processus interne pour sortir dans l'engagement qui est très difficile à interrompre. Et ça nous donne une panoplie de techniques scientifiques qui ont des noms fleuris, pied dans la porte dans le nez, leurre, low-ball, toucher, étiquetage, qui vont en fait faire en sorte que les gens s'engagent et s'engagent et s'engagent et s'engagent. Et ce sont des techniques de vente, de persuasion, entre guillemets, voire de manipulation de vente. Concrètement, ça veut dire quoi? Il y a une petite phrase qui me plaît beaucoup, c'est qui donne un œuf, donne un bœuf. Quel est le rapport avec Scrum, tout ça? Vous allez me dire. Il n'y a pas d'engagement dans Scrum, je vais vous dire. Hein? On ne va pas se sortir les tripes dans Scrum, non? C'est pas comme ça que ça marche. Et bien, maintenant, on va regarder quels sont, en fait, les facteurs engageants. Parce que pendant des années, on a étudié ce qui faisait que les personnes s'engageaient. Et qu'elles s'engageaient vraiment profondément. Voilà, et ça, on l'a étudié. C'est quand même très important de savoir ça. Ne serait-ce que pour vendre. Eh bien, je vais vous faire une liste et on va comparer par rapport au processus Scrum. Le premier critère qui est ultra important, et là ça a trait à l'auto-organisation, c'est le sentiment de liberté. Plus vous vous sentez libre de faire quelque chose, libre de votre choix, plus vous allez vous engager. À titre d'exemple, je vais revoir monsieur, monsieur. Et je lui dis, bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez me donner 20 centimes pour prendre le bus? Il va me dire, non, d'accord, bon d'accord, je ne veux pas, bon, j'en prends un autre. Enfin, 20 centimes pour prendre le bus. Et la personne va dire, il y en a une sur 10 qui peut dire, pareil, à peu près, qui dit oui, on prend le bus. Tenez 20 centimes. Et maintenant, je vais la voir et je vais lui dire, bonjour monsieur, est-ce que vous n'auriez-vous pas 20 centimes pour que je prenne le bus? Enfin, vous êtes libre de me donner ou pas? J'ai rajouté, enfin, vous êtes libre d'accepter de me donner ou pas? Eh bien, juste en rajoutant cette phrase, en rajoutant la phrase, le nombre de personnes qui donnent est multiplié par 4. Une référence à la liberté suffit pour prévoir, améliorer la prédictibilité du comportement. Et qu'est-ce qu'on fait dans les processus agiles et qu'est-ce qu'on fait dans l'auto-organisation? Mais vous êtes libre de vous organiser comme vous voulez. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit, mais vas-y, mais fais ce que tu veux, tu es libre de le faire. Méfiance. Premier principe qu'on retrouve dans Scrum. Oh, c'est un hasard, hein, bien sûr. Hein, bien sûr. J'ai mis la statue de la liberté parce que ça m'a fait trop marrer, parce que ça, quand même, dans la propagande, c'est fort. Deuxième critère, la répétition. Plus je m'engage, plus je suis engagé, plus je m'engage, plus je suis engagé. Qu'est-ce que vous faites tous les matins avec Scrum?
Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu vas terminer aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas terminer ce soir? Etc. Et qu'est-ce qu'on fait? On s'engage encore au sprint, et on s'engage encore au sprint review, et on s'engage partout, on passe son temps à s'engager. Et plus on s'engage, plus l'engagement est creusé profond, et plus le ressort est tourné. Et on a quelque chose aussi qui est vachement bien là, parce que ça c'est yes, 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 yes. C'est la répétition. Si vous faites dire à quelqu'un yes, 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 oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, en gros, en posant des questions, eh bien la personne va être encore plus engagée. Et là, vous prenez un bouquin comme Mike Cohn, je pourrais le sortir, il est là-bas, je l'ai lu là. Il dit comment ça fonctionne les sprint planning. Soit vous faites un forecast sur la vélocité, etc., pour savoir ce que vous allez mettre dans l'itération, soit, et ce que je préfère, il l'écrit, ce que je préfère, c'est vous prenez une story et vous demandez à l'équipe, est-ce que vous vous engagez à la sortir dans l'itération? Yes. Vous prenez une deuxième. Est-ce que vous vous engagez à sortir dans l'itération? Yes. Oh, ça creuse, Mike, ça creuse. Voilà. L'engagement en direct. Troisième critère, l'engagement en direct, c'est-à-dire que je dois voir la personne pour laquelle je m'engage. Bon, faut pas voir on ne voit pas son product owner, on ne va pas voir son utilisateur. Il y a un truc qui est fondamental en coaching, hein, pour ceux qui font du coaching, c'est arriver à faire en sorte que le métier débarque dans l'IT. Hein. C'est pas parce que, d'abord, un, ça fait plaisir à l'IT, hein, c'est clair, parce que, voilà, voir des gens, mais deux, mon Dieu. Vous comprenez aussi, là, que dans l'engagement en direct, il y a quelque chose d'autre aussi, qui est important, c'est que quand vous commencez à transférer des specs comme ça, au bout d'un an, et les specs arrivent au développeur, le développeur ne sait même pas pour qui il bosse. Et ça, c'est totalement contraire à l'engagement. Pas bon, ça, non plus. En public, on s'engage en public. Plus on s'engage en public, plus on va avoir du mal à casser l'engagement parce que le coût psychologique, le ressort, va être difficile à arrêter. Qu'est-ce qu'on fait? On passe son temps à s'engager en public. On a les stand-up, on a les machins, alors là, on n'arrête pas. Bon. Identification. Hello, je m'appelle monsieur. Et là, c'est en gros, vous prenez un engagement personnifié. C'est-à-dire, vous avez votre nom, votre avatar qui circule sur le sprint board, etc. Et puis, voilà, c'est de 1 à 1, on discute. C'est pas quelqu'un, je m'engage pour une entité qui est X ou Y. C'est pas comme ça. Je vous dis, si vous voulez améliorer, ne serait-ce que, on va dire, pas spécialement pour l'engagement, mais améliorer la communication et puis également l'engagement par effet de bord interposé, et faites descendre les métiers à côté de l'équipe. Mais juste aller les voir pour une prio, pour n'importe quoi, mais c'est fondamental comme dans le coaching. Identification. Court terme. Ah, c'est important ça. On s'engage toujours, l'engagement va être creusé si c'est un engagement à court terme. Et bien là, on s'engage tous les jours. Hein. Donc là, à court terme, c'est difficile. Et puis on a des itérations courtes, etc. On est au terme 6 déjà des conditions d'engagement. On continue. Le retour difficile en arrière. C'est-à-dire que quand je me suis engagé, il est très difficile pour moi de retourner en arrière. C'est très difficile de s'engager à quelque chose le matin dans un stand-up et de dire le soir, je ne l'ai pas fait. Hein. C'est un peu compliqué. C'est-à-dire je me suis vraiment raté sur une journée. Ça, c'est difficile. D'accord? Porter. On va demander aux personnes, en fait, de s'engager sur des choses qui les concernent. On va demander aux développeurs de coder. On ne va pas demander aux développeurs de faire de la doc. On demande de coder parce que ça a du sens pour lui. C'est important. On va faire ça aussi. Réceptivité. Alors, porter, c'était plutôt l'importance de l'acte. Quand on demande aux développeurs de s'engager, c'est plutôt, on veut dire, voilà, tu t'engages pour ça, attention, en gros, il va s'engager, mais si jamais il s'engage, il rate son coup, et comme on est sur les time box, ça veut dire, globalement, le sprint est raté, donc il va un peu plus se sortir les tripes. Réceptivité, là, c'est effectivement le fait que le développeur code, et puis il y a un truc qui est super intéressant, c'est les enjeux. Alors là, c'est instructif, c'est, vous ne devez pas avoir d'enjeu fort, surtout. Pas d'enjeu fort, l'enjeu est dilué, c'est l'équipe qui gagne. Parce que si vous promettez des punitions ou beaucoup de récompenses à quelqu'un, en fait, eh bien l'objectif va se diluer par rapport à la récompense ou à la punition. Donc c'est pour ça qu'on parle de célébrer, c'est pour ça qu'on parle d'implication collective aussi, c'est parce que, eh bien, on s'est rendu compte qu'il ne fallait pas impliquer la carotte et le bâton directement sur la personne, parce que ça ne marche pas
au niveau de l'engagement non plus. Et puis il vous reste une dernière chose, mais il y en a d'autres, hein, c'est que si jamais il y a quelqu'un qui travaille, on va dire, un peu violemment dans un sprint, et puis qui sait au bout d'un moment qui dit mais attendez, mais pourquoi je travaille comme ça, etc. Mais non, mais ça va pas là, tu peux me dire où je vais. Il suffit de lui dire, tu sais, tu fais ça parce que tu es vraiment un chic type. Et même ça, ça crée de l'engagement. Good guy. D'accord ? C'est ce qu'on appelle en fait. Alors là, vous allez me dire, mais l'engagement, il nous parle d'engagement. Pardon. L'engagement, c'est. Il nous parle d'engagement, mais il y a une petite nuance qu'il faut bien saisir là. C'est que on a créé les conditions dans le processus pour que les gens s'engagent. Ce n'est pas une personne qui va s'engager. Elle est engagée par le processus. C'est totalement différent. En conditions non problématiques, la science et les études de psychologie sociale prouvent que, 1, si on respecte tous les facteurs engageants que je vous ai décrits, eh bien, on va augmenter les chances de manière significative de produire l'effet comportemental escompté. Donc l'alignement sur l'objectif, la réalisation du sprint. Ce qu'on voit aussi, c'est que tous ces facteurs que je vous ai décrits sont orchestrés par le processus Scrum aussi. Conclusion, Scrum fabrique de l'engagement à un niveau subconscient. Et ce que vous voyez là, vous connaissez l'histoire des cochons et des poulets. Là, dans le cochon, ça s'appelle un développeur burn-outé. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de changement durable dans une entreprise sans engagement. Parce que l'engagement, c'est la clé du changement durable. Petite explication scientifique, c'est des théories. Pourquoi on fonctionne comme ça? Il y a des gens qui ont pondu des théories, et une des théories s'appelle la dissonance cognitive. Et en gros, ça nous dit que quand les attitudes, les actions et les croyances en fait, sont en contradiction avec la situation dans laquelle on se trouve, eh bien, on est motivé à changer. Donc, il suffit de créer des conditions pour que les gens soient en position plus ou moins inconfortable, justement en créant de l'engagement, pour qu'à un moment donné, elles soient motivées à changer et à remplir les objectifs. En gros, c'est très intéressant parce qu'ils ont été assez loin là-dedans. C'est qu'on a tous besoin en fait, d'un besoin de cohérence générale, on a tous besoin d'une espèce de stase émotionnelle, et en fait on est tous très très paresseux au niveau cognitif, on va économiser notre énergie. Donc on va faire tout ce qu'on peut pour revenir dans une situation confortable. Et en fait, quand on commence à jouer avec ces processus d'engagement, c'est comme si on tirait sur un élastique à l'intérieur des personnes, et si on tire trop, l'élastique va péter. Ça s'appelle. Et là on se dit, tiens, souvent on entend... Ah mais dans telle entreprise, ils ont fait du lean, mais là, les personnes, non, ça va pas du tout. Là, ils sont fatigués, etc. Et puis là, on a toujours quelqu'un qui nous dit, oui, mais ça, c'est parce qu'ils ont fait le lean, mais ils n'étaient pas dans l'esprit du lean. Ouais, peut-être. Mais peut-être qu'ils ne savaient même pas ça. Deuxième théorie, c'est la psychologie de l'engagement, et ça c'est fondamental à bien percevoir, parce que là on est en plein dedans. C'est nous ne faisons pas ce que nous pensons, mais ce que nous pensons découle de ce que nous faisons. En d'autres termes, les actes déterminent nos pensées, et ce ne sont pas nos pensées qui déterminent nos actes. Effectivement. Et là, génial. Qu'est-ce qu'on nous dit constamment dans l'agilité? Just do it. Faites, allez-y, faites. Vous verrez bien, avancez. Mais bien sûr, c'est clair. Au moins, la psychologie d'engagement nous dit quelque chose, c'est que si on fait quelque chose, dans tous les cas, on va essayer de le qualifier et de le faire rentrer dans le système de perception et dans nos schémas mentaux, parce que sinon, on sera pas bien parce qu'on l'a fait. Donc, bah oui, faites, il n'y a pas de souci. Voilà, just do it. Ce que je veux dire, c'est attention là-dedans, il y a des potentialités manipulatrices énormes dans le processus. Et comme le dit un des spécialistes de la psychologie, deux spécialistes de la psychologie sociale française, c'est que la psychologie de l'engagement est le ressort essentiel de la manipulation.
est important. Être engagé, c'est s'engager à faire, mais être engagé, ce n'est pas s'engager. Est-ce que vous saisissez la différence? Être engagé, je suis engagé dans le processus parce que je dois m'engager à chaque moment au niveau d'un stand-up. Et le fait de m'engager au niveau du stand-up, ça va m'engager à faire et à réaliser. Mais je n'ai pas choisi. C'est totalement différent du fait de s'engager, par exemple, dans une association humanitaire ou autre, où là, j'ai un choix qui est personnel et j'y vais. Je ne suis pas dans un processus d'ingénierie sociale, parce que c'est l'ingénierie sociale Scrum, de la même manière que l'holacratie et la sociocratie d'ailleurs, qui va me placer dans des positions où il va y avoir des attentes par rapport au processus. C'est la différence qu'il faut bien saisir. Alors la question maintenant, pour terminer quand même, c'est que quand on est coach agile, on doit se positionner par rapport à ça parce qu'on active des ressorts, et je vous ai parlé que d'un ressort là, parce qu'il y en a d'autres, que d'un ressort. Et parce que, voilà, il ne faut peut-être pas faire totalement n'importe quoi. Donc en positionnement, là j'ai une petite... j'ai trouvé un petit cartoon qui m'a amusé. Bon, je vous le mets parce que ça me fait marrer, ça, j'y peux rien, mais voilà. Bon, on n'a pas forcément le même sens de l'humour. Voilà. Comment on va se comporter en tant que coach là? Soit on arrive et puis on se dit super, j'ai changé l'organisation, voilà, j'amène ma boîte à outils, etc. Mais on est avec des personnes, on vit avec des personnes, on travaille avec des personnes. Donc comment on va se positionner? Moi, je ne sais pas comment vous allez vous positionner en sortant d'ici. Tout ce que je peux vous dire, c'est comment moi j'essaie de me positionner, et tous les jours, c'est pas facile. Voilà. Alors voilà. Dans le coaching, déjà, première question, c'est par rapport à tout ça. Est-ce que vous avez un intérêt réel pour les membres de l'équipe? Ou est-ce que vous les voyez concrètement comme des gens à faire fonctionner? Des gens à changer? Des résistants? Les résistants au changement. Ils ne veulent pas. Comment vous les voyez? Deuxième point, est-ce que vous avez une vision positive de vous-même et de l'équipe? Est-ce que vous vous sentez bien là dans le processus que vous employez? Surtout maintenant, je parle, après la session. Troisième point, je dirais, essayez de garder à l'esprit l'image de l'élastique, et ça ne sert à rien de rajouter de la pression, de rajouter de la sauce, parce que tout est embarqué dans le processus quasiment. Il suffit de ne pas totalement être, on va dire, d'avoir un minimum de recul pour pouvoir implémenter ça. Et c'est logique, parce qu'on n'est pas là, on voit bien qu'on a besoin d'implémenter ces méthodes dans les entreprises. C'est pas possible d'implémenter ces méthodes qu'avec des leaders charismatiques. Donc à un moment donné, il y a une boîte à outils qui a été fournie, qui permet à la majorité des personnes d'implémenter de l'agilité dans les entreprises. C'est logique, il faut que ça soit fait à grande échelle. D'accord ? Donc il faut juste garder à l'esprit le fait qu'on active des ressorts, et il faut faire attention aux ressorts qu'on active. Alors là, c'est un peu particulier ce que je vais vous dire. On va dire, mais c'est pas humain, ça. Quand vous comprenez bien ce qui se passe par ces mécanismes d'engagement, par tous ces éléments, il est clair qu'une personne qui se sent mal dans le processus, qui se sent mal dans l'équipe, va se sentir de plus en plus mal. Et là, il faut parfois avoir le courage de dire « stop, on arrête. Tu n'es pas fait pour ça. Pour l'instant, on va dire tu n'es pas prêt. Ça ne veut pas dire que tu as tort, ça ne veut pas dire que tu as raison. Hein, ce n'est pas le problème. Mais pour l'instant, ce n'est pas le moment. » Et donc là, il faut avoir le courage aussi, et ça le soulagera. J'ai vu ça, moi j'ai eu des cas, et ça soulageait les personnes d'être mis à côté sur des cellules transversales, plutôt que de rester sur des projets où ils arrivaient transpirants au stand-up, et en étant mal. Donc, moi, je dis, regardez bien, si les personnes se sentent trop mal, avec tout ce qui est embarqué dans ce processus, elles vont se sentir encore plus mal. Et si vous prenez la position de sauveur, c'est votre problème, hein, je veux dire, mais attention, ce n'est pas forcément peut-être ce qu'il y a de meilleur pour la personne. Et dernier point, avant-dernier point, ne surestimez pas votre liberté. Je vous rappelle que le sentiment de liberté, c'est le premier critère. Ce qui veut dire, en deux,
c'est éviter d'avoir des visions dichotomiques. Ça, c'est bien, l'agilité, ça, c'est mal, etc. Le monde est beaucoup plus complexe que ça. Les processus auxquels on se réfère sont également beaucoup plus construits parce que c'est des processus qui ont 60 ans d'existence pour certains, des éléments qu'on a ajoutés à droite ou à gauche. Et c'est pas l'agilité c'est bien, l'agilité c'est mal, ça va dépendre surtout de la manière dont on va le faire et de la conscience qu'on va avoir des outils qu'on emploie. Voilà. Alors, j'ai pris la suite, j'ai mis ça, c'est un virus. Là, je vous ai décrit en fait le virus qui carbonise et qui burn-outise les personnes, l'engagement. Si vous voulez aller vous soigner, il faut aller voir Patrice Xavier à la prochaine session, leadership. Moi, je vous décris le virus. Je suis dans la prévention. Eux, ils sont dans la cure et dans la guérison. Voilà.